Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici tout près de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier. Nous sommes au château d'Olonne et Franck Degnaud est mon invité cette semaine. Il est œnologue, il donne des conférences et dispense auprès des vignerons ses conseils pour fabriquer du bon vin. Alors vous vous dites, il en a de la chance, il va faire une émission gourmande. Ben ouais, c'est exactement ça. On va ensemble découvrir avec lui toute cette culture du vin, parce que c'est intéressant, même si c'est à boire avec modération les amis, hein, vous le savez bien. Et puis ensemble nous allons nous rendre à la Cabaude, c'est une brasserie de l'autre côté à Olonne-sur-Mer. Je voudrais bien connaître la différence entre la préparation du vin et la préparation de la bière d'un point de vue culturel, voir s'il y a des racines communes, etc. Bref, tout ça c'est pour échanger dans la convivialité. Voilà, on arrive et vu le temps qu'il fait, on va attraper Franck à l'extérieur comme ça à la volée, vous allez voir. Venez nous voir. Allez-y, bonjour Franck. Asseyez-vous. On est parti pour se promener. Une émission exceptionnelle, on va directement dans le vif du sujet. On est parti. Vous allez bien? Ça va, oui, vous aussi? Et ça fait beaucoup d'eau pour un œnologue. Hein. Ah là, oui, c'est pas l'idéal, ça c'est vrai. Oh, je cherche là. Allez-y. Et quand je me promenais tout à l'heure, là, j'étais en train de me dire, je vous invite pour parler de vous, mais donc pour parler de ça, de la culture du vin et de la dégustation du vin. Et oui. C'est votre dada. Oui, ça c'est... Vous êtes œnologue. Voilà, je suis œnologue. Je dis souvent consultant en vinification parce que c'est plus compréhensible pour les consommateurs. Parce que souvent on a tendance à faire la confusion entre sommelier et œnologue. Le sommelier choisit le vin, l'œnologue apprend à aimer le vin. Élabore le vin. Ah, vous élaborez. Et donc on fait entre le suivi de culture jusqu'à l'élaboration finale du vin. D'accord. Alors moi je connais un peu l'Agnon, d'où vous êtes originaire. Oui. Il y a quelques pommes à cidre. Il n'y a pas beaucoup de vignes chez vous. Hein. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'en Bretagne, c'est vrai que le vin, non, c'est pas fort. Même s'il y en a eu avant le phylloxéra, là, il y avait eu des vignes en Bretagne, mais je crois que... avant le phylloxéra. Oui, mais par contre, je pense que on n'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, quoi. Assez humide. Alors du coup, s'il n'y a pas de vignes, que quelques pommes à cidre, comment vous avez fait pour aimer le vin et avoir envie de devenir œnologue? Ah, c'est tout bête. J'ai rencontré une fois une personne, si vous voulez, dans le lycée où j'étais, on avait une rencontre avec des parents une fois par an qui venaient parler un petit peu de leur métier et on se promenait d'une personne à l'autre comme ça pour essayer d'avoir quelques informations voilà, sur les métiers. Et puis moi je suis tombé sur un œnologue qui était sur Angers et puis ça m'a plu. Alors, par contre, la première fois que j'ai dégusté du vin, ça vous a pas plu? Ça m'a pas plu du tout. Je me suis dit finalement non, ça va pas être pour moi ce métier-là. Et puis finalement, voilà, après au fil des semaines, eh bien, c'est un métier que j'ai trouvé passionnant et vu que je suis passionné de ce que je fais. C'est vraiment l'œnologie qui vous a plu? Oui. Donc l'étude. L'étude, voilà. Du vin. Voilà. Ça aurait pu être la fabrication, ça aurait pu être le travail de la vigne, quoi. Oui, c'est sûr. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était de pouvoir élaborer un produit, si on peut parler d'un produit, avec toutes les influences du climat qu'il y a. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on n'a pas toujours été gâtés par le beau temps. Ouais. Mais d'essayer de réussir justement à faire un vin sans trop utiliser de technologie trop moderne, quoi. Et en restant dans la tradition, ouais. Et puis en essayant de faire avec ce que le climat nous apporte. Oui, mais vous ne me répondez pas à ma question. Pourquoi vous n'avez pas... vous êtes capable de faire ce qu'on appelle des assemblages. Oui. Pourquoi vous n'avez pas eu envie d'aller jusqu'au bout? Faire votre vigne, faire votre... je pense que c'est un autre métier. Parce que, entre guillemets, j'ai quand même plus le bon rôle. Parce que moi, j'interviens beaucoup dans les chais. Le vigneron, lui, là, cette saison-là, il est dehors, en train de faire la taille des vignes. Il y a beaucoup de travail de vignes. Et peut-être que là, je me sentirais moins à l'aise de le faire. C'est votre côté petit gars de la ville.
Ouais, peut-être aussi. Je dis des bêtises. Mais Non, par mais contre, c'est c'est possible, vachement, ouais. c'est drôlement intéressant. Vous arrivez et on vous dit, moi, à tel endroit, j'ai une parcelle de trucs, j'ai une parcelle de machin. Donc on a des races, des sortes d'espèces. Voilà, et vous, cépages, vous faites les assemblages, c'est ça? Et non, moi je vais déjà voir avec eux dans la vigne s'il y a des soucis de maladies, s'il y avait des traitements à faire par exemple pour certaines maladies, si on voir en fonction des tailles, si on avait des tailles à changer aussi, donc je vais pouvoir les aider là-dessus. Et après je vais intervenir également au niveau des vendanges, les dates des vendanges, et après jusqu'à l'élaboration du vin et au final l'assemblage. Jusqu'à la mise en bouteille, si vous voulez. Après, la commercialisation, c'est plus eux qui vont s'occuper de ça. Donc vous avez tout le travail de... je dirais du raisin. Ouais. Et vous êtes chimiste alors? Oui. Il y a un petit travail, vous savez, une petite pipette, un petit peu plus, un petit peu moins. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est un métier, je pense, aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu comme Star Wars. On peut... Comme Star Wars? Oui, on peut vite partir dans le côté obscur, si vous voulez, avec... c'est vrai que notre métier aussi, c'est vrai qu'on peut faire intervenir la chimie. Donc, on peut vite partir dans tous ces vins qu'on voit aujourd'hui, un peu ce qu'on appelle les vins technologiques, où on se sert vraiment de la technologie actuelle pour pouvoir élaborer un vin, c'est-à-dire où on n'a pratiquement pas de matière à la base avec un vin et on va réussir à en faire un vin qui va être agréable et séduisant. En rajoutant des cochonneries dedans? Vous êtes en train de dire ça? J'ai pas dit tout à fait ça. J'ai pas dit tout à fait. Mais on peut modifier en tout cas beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Alors par exemple, on va prendre un exemple concret. Quand on parle de cochonneries dans le vin, les sulfites, c'est des cochonneries dans le vin ou pas? Non, à dose homéopathique, ce ne sont pas des cochonneries. Les ça sulfites, peut être bon pour le vin. Ah, c'est même très bon, c'est un antioxydant. Donc automatiquement, ça évite que le vin s'oxyde trop rapidement. Hein, c'est fait pour ça. Donc ça va nous permettre de maintenir le vin très longtemps sans avoir ce problème de vin déjà oxydé, quoi. Et donc c'est pour ça que les sulfites sont non, mais il faut l'utiliser à petite dose. Franck, vous avez des enfants? Oui. Et ils goûtent le vin? Oui. Ils apprécient. Ils ont quel âge? 30 ans et 27 ans. Alors, oui. Mais vous avez quel âge? J'ai 52 ans. Alors ça. Donc c'est vrai que c'est. Je vous aurais pas du tout donné cet âge-là, pardonnez-moi. C'est gentil, merci. Alors, oh là là. Moi je vais être comme vous au même âge. Mais c'est gentil, merci. Et alors vos enfants. C'est avec le vin aussi. Oui, c'est ça. Le vin, il paraît qu'un verre de vin par jour c'est très bon pour la santé. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Donc vos enfants, vous leur avez donné le goût du vin? Oui, voilà, c'est ça. Et ils aiment le. Pour savoir si moi je fais bien avec mes enfants. 18 ans. 18 ans. Avant, ils le sentaient beaucoup, mais ils voulaient pas déguster. Donc, mais après, par contre, ils ont pris du plaisir et essayer de découvrir. Et c'est ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est de faire découvrir aux enfants sans qu'ils soient, sans que ce soit une approche négative du vin. Et alors, comment on fait appel à vous? Par le bouche à oreille? Oui, vous avez une clientèle, mais disons que moi je travaille toujours avec les mêmes domaines maintenant. Ah oui, depuis très longtemps. 25 ans à peu près, j'ai une vingtaine de domaines et je reste souvent maintenant avec ces personnes-là. Ce qui est intéressant, c'est que je connais très bien leur terroir. Je connais donc très bien les vignerons et ce qui me permet, si vous voulez, de faire des vins qui ressemblent aux vignerons et à leur terroir et pas à moi. Et ça, c'est un peu des mots de Parisiens. Hein. Ah non, c'est vrai. Un vin qui ressemble à un vigneron. Ah, je peux vous assurer que vous prenez un vin avec du caractère. Eh bien, en règle générale, vous prenez le vigneron, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est vrai. Quelqu'un qui est plutôt, par contre, assez doux, eh bien, va faire des vins dans la douceur, dans le fruit. Et c'est vrai que le vin, il ressemble beaucoup au vigneron. Mais pendant un temps, on avait tendance à faire appel à l'œnologue pour que l'œnologue donne une empreinte de lui-même. Oui. Et malheureusement, c'est qu'on avait tendance à faire finalement, vous alliez voir 10 vignerons, bien vous disiez, ça c'est cet œnologue-là qui a fait ce vin-là, parce que
ça lui ressemble. Et moi, c'est ce que je voulais pas. On va continuer cette conversation, mais on va déjà évoquer l'endroit où on va aller se faire un petit tour, si vous le voulez bien. Est-ce que je sais pas, alors? Ben non, évidemment, vous savez pas, parce que c'est comme tout le monde. Non, mais je vous emmène à la Cabaude. Ça vous dit quelque chose? Ah non. C'est une brasserie, on fait de la bière. D'accord. Je sais pas si vous aimez la bière ou pas. Ah, mais je découvre par le biais d'un ami qui est un professionnel de la bière et qui essaye de m'éduquer un petit peu, mais depuis peu. Alors j'avoue, je suis novice là, sur vous allez monde de la bière. Alors, au-delà du fait que c'est une très, très bonne bière, ce qui m'intéressait au milieu de tout ça, c'était qu'on continue à évoquer bien sûr la culture du vin et la culture de la bière, parce qu'il y a aussi des similitudes, et puis dans un environnement assez sympa, puis ça permettait d'aller voir un petit promoteur de bière à Olonne-sur-Mer, qui a une toute petite production. Ah non, c'est une belle découverte, franchement. On va y aller, puis on va écouter votre musique. Vous avez choisi, j'ai caché le CD, Stan Getz. C'est du jazz. C'est du jazz et saxo. Ouais, dites-moi. Et parce que je suis un amateur de saxo et je joue moi-même de saxo. C'est pour ça. Avec un instrument. On écoute ça et puis on continue après. Franck, est-ce qu'il y a des différences entre un chai et je sais pas comment on appelle ça, une brasserie? Oui. Non, ça ressemble beaucoup. De ça toute ressemble façon, quand même. Hein. On a les cuves, comme on aurait nous dans le vin finalement. Oui. La chaîne d'embouteillage, là je vois, le stockage, les matières sèches là-bas. Donc c'est vrai que non, ça ressemble beaucoup au monde du vin finalement. C'est la première fois que je rentre dans une brasserie. Je suis vraiment content. Non, c'est bien. Écoutez, ça me fait plaisir de vous faire visiter une brasserie. Alors ça s'appelle la Cabaude. Il faut que vous reteniez ça. Et c'est une petite brasserie, voire une toute petite quand vous comparez à des grands comme vous en trouvez dans le commerce. Je voulais comparer ça aussi un petit peu au vin parce que il y a beaucoup de petits producteurs de vin aujourd'hui, et de plus en plus de petits producteurs de vin. Et alors nous, on nous cite du Saint-Émilion, du Bourgogne, du machin. Est-ce qu'il y a de très très bons petits vins? Est-ce que ça existe? Aujourd'hui, oui, je crois que justement avec les technologies comme on a aujourd'hui, on arrive à faire des vins à des rapports qualité-prix très intéressants. Ouais. Et dans différentes régions. Il y a des régions, c'est plus compliqué. La Bourgogne, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un coût de main-d'œuvre, le coût du cépage aussi qui est plus onéreux. Donc, on n'arrive pas à faire d'un rapport qualité-prix vraiment. Mais par contre, dans le sud de la France, sur la Loire, on arrive maintenant à avoir quand même des très beaux rapports qualité-prix. C'est vrai que, oui. Et puis, en termes de qualité, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais comment on fait pour s'y retrouver alors? Là, c'est pas. On lit le livre de Franck Degnaud, Les clés de dégustation. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'il y a plein d'étiquettes et c'est vrai qu'une étiquette, ça parle pas forcément finalement. Et puis, je dirais d'un domaine à l'autre, on peut avoir tellement de différences aussi. Mais franchement, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on a de moins en moins de très mauvais. On a des bons vins, on a des très bons vins, mais il n'y a plus comme des années 20 ans ou 30 ans même en arrière où on pouvait tomber vraiment sur de l'affreuse piquette. Mais parce qu'on avait le climat et on ne savait pas maîtriser l'œnologie et donc on avait des climats des fois qui n'étaient pas toujours idéaux et ce qui se passait c'est qu'on avait des vins qui n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui on arrive justement à compenser un peu ça par rapport au climat. J'ai envie de vous poser une question qui fâche, Franck Degnaud. Il faut des moyens pour se payer un œnologue? C'est un Je vous demande pardon. Oui, ça a un coût, si vous voulez, comme le coût de faire des analyses de vin, comme d'investir dans du matériel, si vous voulez, des étiquettes ou autre. Et bien voilà, je pense que l'œnologue fait partie de l'investissement, à mon avis, d'un vigneron. Maintenant, il y en a qui ne s'en servent pas, mais je pense que des fois, ça peut aider quand même. Non, mais j'imagine bien. Sinon, voilà. Alors, je vais te poser un peu la question différente. Est-ce qu'on en vit bien? Oui. On arrive à bien en vivre? Oui. On se rend pas compte. Si vous voulez,
Moi, il y a longtemps maintenant, je suis sorti de l'école. Donc, c'est vrai que c'est plus facile parce que, si vous voulez, c'est beaucoup de bouche à oreille. Maintenant, les jeunes œnologues qui sortent aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus d'écoles que moi à l'époque. Et donc, il y a plein d'œnologues qui sortent. Je ne sais pas si tous les œnologues vivent bien aujourd'hui de leur métier. Mais il y a quelques années en arrière, c'était un petit peu plus facile. On savait qu'on sortait de l'école, on avait déjà un poste. Donc, c'est vrai que c'était un peu mieux, quoi. Bon. Mais, on va continuer à évoquer votre métier. On va déguster. On va déguster une bière, on va la goûter, puis on va voir s'il y a des points de comparaison qu'on peut retrouver là-dedans, dans les clés de la dégustation de Franck Deniau. C'est par là, je crois que ça se passe. Allez-y. Oh, pardon. Alors, voilà le magasin. Et on va déguster. C'est mis. Avec modération, je vous le dis. Je vous redis les clés de la dégustation de Franck Deniau. Un livre pratique. J'ai essayé. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, oui, en tout cas. C'est les livres, vous savez, on les laisse traîner. Il y a toujours quelqu'un dans la maison qui va l'attraper, qui va regarder 2-3 trucs, etc. Et ça n'existait pas avant, ce bouquin. Non, pas sur le concept de la dégustation. Des livres sur le vin, oui, il y en a, qui parlent du terroir, qui parlent des vins. Mais moi, c'est vraiment sur la dégustation pour apprendre à déguster. Et très peu d'associations mes vins, finalement, juste sur la fin. Mais c'était vraiment la dégustation. Et la pépite, en fait, la vraie innovation, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la palette chromatique. Oui. Pourquoi, dites-moi, avant qu'on goûte la Cabot triple? Si vous voulez, je voulais faire une palette chromatique des vins parce que ça n'existe pas, une palette chromatique des vins. La seule qui existe, elle est faite avec des images de synthèse, donc à l'ordinateur. Et moi, je voulais vraiment une palette chromatique faite avec la vraie couleur des vins. Donc, j'ai attendu l'oxydation des vins pour pouvoir avoir justement la dernière photo. Et je pense que c'était important mais de simplifier cette palette chromatique. Pas d'avoir 10 photos de vin blanc, 10 photos de rosé. Je voulais aller en 4 couleurs. Ça y est, on a quasiment les couleurs principales des principaux vins qu'on va avoir. Voilà. D'accord. Alors, là-dedans, on a le travail du nez. Alors, on a des gammes florales. On va essayer de les retrouver ici. Vous allez me dire, sur les gammes florales, gamme fruitée, fraise, cassis, balsamique, chêne neuf, pin, cèdre, sous-bois, champignons, truffes, on en passe. Donc, ça va être intéressant de voir. On va essayer. La bière. Alors, je l'ouvre. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu une nouveauté, là. Ah, c'est facile à ouvrir. C'est original, en tout cas. Voilà. Il est comment, ce verre? Parce que je sais que c'est important pour vous, les verres. Oui, je ne connais pas trop la bière. C'est pas du tout alors, pour la bière, mais c'est pas un verre à vin. Mettre du vin là-dedans, c'est pas bien. Ça serait pas bien. Ça serait pas bien, trop épais au niveau du verre. Oui. Et puis le pied est trop petit et trop large. Et ça part pas un petit peu ça se referme pas le verre. Mais vu qu'on est sur la bière, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des verres larges sur la bière, justement. Alors, on va, je vous pose là, on va faire les choses dans l'ordre. Vous allez me dire ce que ça sent. Quels sont les arômes que vous sentez, si c'est possible. Je ne sais pas du tout si on déguste de la bière comme ça, en fait. Ah oui, on va voir comme ça, je vais déguster avec vous. On va déjà au niveau de la robe, c'est vrai qu'on est sur des ambrés un peu pâles, déjà. Et l'odeur, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On a des notes un peu de levure. Je trouve des notes un peu de torréfaction. C'est normal, oui. Il y a des notes florales. Vous avez vu comme il est précis, on a des notes florales, un peu ce côté un petit peu acacia qui me revient au nez, et des notes de violette également. On a le fruit rouge qui commence à arriver tout doucement. Là, j'ai des notes un petit peu de groseille et puis de cerise qui commencent à arriver. Et un peu un côté épicé avec la cannelle et légèrement poivré en finale, sur le nez. Vous avez vu, moi j'ai rien senti, hormis la levure en démarrage. C'est un gros travail. Mais c'est marrant parce qu'il y a votre nez est habitué. On s'exerce un petit peu comme quelqu'un qui fait du sport, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir... moi, je suis obligé de quasiment 4 à 5 fois par semaine d'exercer mon nez pour ne pas oublier. Avec du vin? Avec des arômes artificiels. Avec des arômes artificiels. Oui. Et c'est de manière à avoir toujours c'est une sorte d'entraînement, finalement. Ah, pardon, oui. Ah, moi, j'ai pas fait votre travail, là. Qu'est-ce que je la trouve bonne. Elle est douce. La mousse elle prend bien sur toute la bouche, mais il n'y a pas d'agressivité de la mousse. Et puis alors on a ce côté mocha, torréfaction en bouche qui est très agréable, un peu praline, mais c'est très doux. En bouche, franchement, c'est une très très belle découverte. Bon. Ah oui, vraiment, c'est superbe.
Bon, écoutez, très bien. Écoutez, c'est avec cette découverte qu'on va devoir se quitter parce qu'on serait bien resté, on aurait bien continué. Je vais devoir vous ramener. Merci beaucoup, Franck Deniau. Merci à vous. Les clés de la dégustation, on avait encore plein de choses à se dire. C'est un livre qu'on trouve dans les bonnes librairies. Oui. Et vous serez au printemps du livre, vous m'avez dit. Et au printemps du livre, voilà, prochainement. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis moi, j'arrête de boire parce que je conduis, figurez-vous. Allez, puis venez à la Cabaude, ici, à Olonne-sur-Mer, acheter de la bonne bière. Salut. Ben voilà. Elle est très bonne.